Bonsoir à tous, c'est une nouvelle semaine qui commence et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition. Tout de suite, les titres de ce 23h. Coopération renforcée entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. En visite de travail à Abidjan, la directrice générale adjointe chargée des partenariats internationaux a échangé avec le Premier ministre Robert Begré-Mambé, investissement et développement des filières stratégiques, plusieurs axes majeurs au cœur des discussions. Dans ce journal également, cap sur l'action gouvernementale. Pour une grande Côte d'Ivoire, le mot d'ordre est clair, accélérer l'action publique. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, appelle à plus de résultats concrets et à une administration tournée vers l'efficacité et l'impact direct sur les populations. Et puis à l'international en Centrafrique, Faustin Archange Touadéra entame un nouveau chapitre. Il a prêté serment ce lundi pour un troisième mandat à la tête du pays, une investiture qui intervient après sa victoire à la présidentielle de décembre dernier. Soyez les bienvenus sur RTI 1. Renforcer les partenariats et ouvrir de nouvelles perspectives, la Côte d'Ivoire et l'Union européenne consolident leur coopération. En visite de travail à Abidjan, la directrice générale adjointe en charge des partenariats internationaux s'est entretenue avec le chef du gouvernement ivoirien et au cœur de ces échanges, de nouveaux investissements et des secteurs clés de croissance. Les détails avec Roman Quadio. Cette rencontre entre Myriam Ferrand, directrice générale adjointe des partenariats internationaux de la Commission européenne, et le Premier ministre Robert Begré-Mambé a pour objet la consolidation du partenariat stratégique et l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement. Au cœur des discussions, les transports, les corridors régionaux, mais aussi l'agriculture, l'emploi des jeunes et la migration. L'Union européenne a par ailleurs annoncé un appui de près de 1 milliard d'euros afin de soutenir des filières clés telles le cacao et l'anacarde, tout en stimulant les secteurs privés. Nous avons également discuté du soutien actuel qui s'élève à 1 milliard d'euros dans la période actuelle sur des filières stratégiques, les filières agricoles, du cacao, de l'anacarde, l'objectif de création d'emplois. En soutien au secteur privé, nous souhaitons encourager les investissements du secteur privé européen avec le secteur privé ivoirien. Nous avons abordé la thématique extrêmement importante de stabilisation et d'appui aux populations dans le nord du pays pour conforter le rôle stabilisateur de la Côte d'Ivoire dans l'ensemble de la région. Et à ce titre-là, nous avons tout à l'heure annoncé un soutien particulier de l'Union européenne. Les efforts de la Côte d'Ivoire en matière de gestion des migrations ont également été salués. Une nouvelle rencontre est prévue pour le 16 avril prochain dans le cadre du partenariat stratégique entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Et cette coopération se traduit déjà par des actions concrètes. L'Union européenne annonce la préparation d'un programme d'investissement pour accompagner le PND 2026-2030. Une annonce faite ici à Abidjan, en marge du Forum d'affaires UE Afrique de l'Ouest. Juliette Ouya. L'Union européenne soutient le plan national de développement 2026-2030 de la Côte d'Ivoire. C'est un vrai honneur de pouvoir annoncer une contribution de l'équipe Europe dans son ensemble d'1 milliard d'euros, mobilisée par le budget de l'Union européenne, mais celui de nos banques nationales et celui de nos partenaires de manière bilatérale qui viennent les soutenir dans les priorités qui sont nos priorités conjointes pour assurer une croissance propre, inclusive. Plus de 650 milliards de francs CFA, ce programme d'investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie Global Gateway de l'Union européenne. La Côte d'Ivoire, partenaire de référence en Afrique de l'Union européenne, salue cette initiative. Je voudrais donc, au nom de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, remercier la Commission de l'Union européenne pour le partenariat solide qu'elle entretient avec notre pays, un partenariat sincère orienté vers le progrès économique et social, inclusif et durable de la Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire et l'Union européenne sont partenaires depuis 1961. Les échanges entre les deux parties se concentrent sur l'exportation de produits agricoles, dont le cacao, et l'importation de biens d'équipement et de consommation. Voilà un forum résolument tourné vers l'avenir économique de la région. Accélérer les échanges, connecter les économies. Le forum d'affaires Union européenne-Afrique de l'Ouest vient d'ouvrir ses portes. Objectif, développer les axes Abidjan-Ouagadougou et Abidjan-Lagos, véritable moteur d'intégration régionale. Plus de 700 participants sont mobilisés. Le récit de Juliette Ouier. Les corridors Abidjan-Ouagadougou et Abidjan-Lagos, deux moteurs économiques et industriels clés en Afrique de l'Ouest d'ici à 2030. Pour améliorer la connectivité le long de ces deux infrastructures, l'Union européenne, à travers sa stratégie Global Gateway, déploie des investissements. L'Union européenne demeure le plus grand partenaire commercial, mais aussi en termes d'investissement de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest, par exemple, le stock d'investissement européen en Afrique de l'Ouest représente environ 52 milliards d'euros. Nous souhaitons, grâce aux investissements des entreprises européennes dont un certain nombre sont présentes aujourd'hui, capitaliser sur ces bons résultats, mais surtout les amener à une dimension encore plus élevée. Et pour cela, investir ensemble dans des corridors qui ne sont pas uniquement des corridors de transport, mais des corridors qui permettent les échanges, la création d'emplois et le développement économique est notre objectif commun. La Côte d'Ivoire, première puissance économique de l'UEMOA et deuxième de la CEDEAO, salue le partenariat Afrique de l'Ouest, Union européenne. Le gouvernement ivoirien salue l'initiative de ce forum qui vise à agir ensemble en réunissant dans un même cadre des États, des institutions régionales et internationales, des investisseurs, des entreprises, des partenaires techniques et financiers. C'est ainsi que nous parviendrons à fédérer les énergies. Les échanges, partenariats et financements le long des corridors Abidjan-Ouagadougou et Abidjan-Lagos se tiennent du 30 au 1er avril 2026 à Abidjan. Et pendant que les partenariats se multiplient et les projets prennent forme, le pays, lui, avance sa marche accélérée, une vision, une ambition, un cap, celui d'une Côte d'Ivoire en pleine transformation. Place à notre rubrique, la Grande Côte d'Ivoire. Pour une grande Côte d'Ivoire, la vision du président Alassane Ouattara se déploie. Depuis janvier, le mot d'ordre est clair, aller vite et surtout aller loin. Moins de lourdeur, plus d'efficacité, des résultats concrets attendus sur le terrain. Les ministres sont désormais jugés sur leur capacité à transformer les décisions en impact visible pour les populations. Alexis Ouedraogo nous en parle ce soir. Chaque heure compte pour bâtir une Côte d'Ivoire plus performante. 1584 heures se sont écoulées depuis ce 23 janvier 2026. Dans la salle du Conseil des ministres au palais présidentiel, Alassane Ouattara donne une instruction claire, accélérée. Nous devons en effet maintenir une dynamique soutenue dans tous les secteurs stratégiques en vue d'accélérer le développement de notre pays tout en préservant la sécurité, la cohésion nationale et la paix. Pour le chef de l'État, l'heure n'est plus au balbutiement, mais à l'impact concret sur la vie des Ivoiriens. Nous avons enregistré des avancées importantes au cours des dernières années. Mais nous devons aller encore plus loin, car les populations attendent de nous davantage de résultats. Je compte sur l'engagement de chacune et de chacun de vous, ainsi que de la discipline et de la solidarité dans la conduite de l'action gouvernementale. En 66 jours, plusieurs verrous administratifs ont sauté pour faire bouger des lignes. Dans les ministères, les vestes tombent de plus en plus. Moins de discours pour trouver de réelles solutions. Il y a des travaux qui vont être faits sur les villes, aussi bien à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Nous avons la disponibilité en eau. Le seul problème, c'est poser des canalisations pour que l'eau arrive dans les ménages. Nous allons proposer un programme au gouvernement
de sorte que la vision donc du président, qui est de donner de l'eau à l'ensemble des populations, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, cette vision-là puisse être mise en œuvre assez rapidement. Pendant 3 ans, le gouvernement a démontré à la nation ivoirienne qu'il pouvait être solidaire de toutes les couches. Et pour cette année 2026, le ministère va travailler à asseoir une solidarité. Que ce soit concernant les routes, que ce soit concernant les ports, que ce soit concernant l'aéroport ou le ferroviaire, beaucoup de choses ont été bien entamées et en bonne voie. Il s'agira de les achever au service pour le bien des populations et travailler à améliorer la qualité des services. Nous sommes en train de finaliser donc le PGGouv 2026-2030. Donc il était important pour les ministres de nous retrouver et revisiter les propositions de nos collaborateurs et voir un peu les synergies d'action donc dans le cadre donc, de l'élaboration de ce programme. On a parlé donc des stages d'immersion pour des jeunes, les stages de qualification, les stages de validation de diplômes, de certaines réformes telles que la réforme du FDFP. Etc. Donc c'est vraiment des questions transversales, des questions d'intérêt pour chacun des ministères pour lesquels nous devons donc nous voir de façon régulière. C'est important de venir sur le terrain, toucher du doigt, voir un peu l'état d'avancement des choses et puis pouvoir rêver avec les travailleurs de Côte d'Ivoire que bientôt, très bientôt, on aura donc de nouveaux bureaux, donc un cadre de travail plus intéressant. Et donc naturellement, tout ça contribuera à améliorer la productivité des travailleurs. Et donc c'est in fine la création de richesses en Côte d'Ivoire qui va s'améliorer. Mes collaborateurs et moi continuerons, sous la haute autorité du président de la République, à bâtir une administration publique vertueuse, moderne, performante et au service de tous. L'ambition du président de la République de Côte d'Ivoire, c'est de faire de notre pays un hub énergétique de la sous-région. Et la découverte de ces gisements de gaz que nous entendons exploiter pour la production d'électricité devrait, dans un horizon assez proche, permettre de satisfaire les besoins de la Côte d'Ivoire et ceux de l'ensemble de la sous-région. Mais d'ici là, nous avons besoin de solutions rapides. Et là où les choses sont un peu plus complexes, on explique encore mieux pour rassurer les populations. C'est l'occasion pour nous, en tant que compagnie ivoirienne d'électricité, de pouvoir présenter nos sincères excuses aux populations pour les désagréments qu'ils ont pu subir, qu'ils ont pu constater. Et nous voulons, par la même occasion, rassurer l'ensemble des populations que nos équipes sont mobilisées et à pied d'œuvre, de jour comme de nuit, pour faire en sorte que si d'aventure il y a une situation d'incident qui surviendrait, que la réactivité soit de mise. Chaque projet est désormais assorti d'un contrat de performance. Le message du chef de l'État est clair, la population d'abord. Le président Alassane Ouattara ne veut pas seulement des résultats, mais de la célérité. Moins de bureaucratie, plus d'impact terrain. Une grande Côte d'Ivoire, ce n'est pas seulement une croissance économique, mais celle qui se ressent dans l'assiette et le bien-être des Ivoiriens. Ce premier trimestre n'est que la rampe de lancement, une adresse aux populations ivoiriennes, pupilles du sommet de l'État. Voilà, et pendant que cette dynamique se poursuit au plan national, la coopération régionale célèbre un cap symbolique. La CEDEAO fête ses 50 ans d'existence, un demi-siècle d'intégration marqué par des avancées mais aussi de nouveaux défis à relever. Depuis Yamoussoukro, l'organisation réaffirme sa volonté de se réinventer face aux enjeux économiques et sécuritaires. Kala Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, Yamoussoukro. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a 50 ans. Cette cérémonie commémorative réunit autorités administratives, représentants d'institutions sous-régionales, acteurs de la société civile et de nombreux invités venus rendre hommage à 5 décennies d'intégration ouest-africaine. Dans une atmosphère solennelle et empreinte de fraternité, les différents intervenants salue les avancées significatives enregistrées par l'organisation depuis sa création en 1975. Ils mettent en avant le rôle déterminant de la CEDEAO dans la consolidation de la paix, de la libre circulation des personnes et des biens et la promotion de la coopération économique entre les États membres. Ils soulignent également l'importance de renforcer les mécanismes de solidarité
face aux défis actuels, notamment les crises sécuritaires, économiques et climatiques. Au-delà du bilan, cette rencontre est l'occasion de se projeter vers l'avenir. Les participants insistent sur la nécessité d'accélérer les réformes, de consolider les acquis démocratiques et de favoriser une intégration plus inclusive portée par la jeunesse et les femmes. La création de centres nationaux de mécanismes d'alerte précoce et de réponse au sein des États membres de la CEDEAO pour proposer des réponses appropriées et coordonnées afin de prévenir et d'anticiper les situations de crise. Enfin, nous avons le projet très avancé de la création d'une monnaie unique, l'ECO, pour consolider notre union monétaire et faciliter les échanges et le commerce. À l'occasion de ce cinquantenaire, nous sommes appelés à renouveler notre engagement, à consolider notre unité et à poursuivre, sous l'impulsion de nos chefs d'État, la construction d'une CEDEAO plus forte, plus résiliente et résolument tournée vers la prospérité partagée. La cérémonie s'est achevée par une note d'espoir et d'engagement renouvelée avec la volonté affichée de faire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, un instrument encore plus efficace au service du développement durable et de la stabilité en Afrique de l'Ouest. Le développement passe aussi par le capital humain, formé aujourd'hui pour mieux construire demain. Le ministère de l'Éducation nationale l'a bien compris. Près de 2000 enseignants bénéficient d'une formation en matière scientifique, notamment en mathématiques et en sciences physiques. Objectif, renforcer les compétences et améliorer durablement la qualité de l'enseignement dans Kasekishi et Franco-Adio. Ils sont 2000 futurs enseignants contractuels réunis pour cette première session de formation. 2 semaines durant, ils vont suivre des modules axés sur l'enseignement des mathématiques et des sciences physiques. J'ai envie de devenir meilleur dans ce métier parce que je sais qu'il me manque plein de choses pour être confirmé comme enseignant. Donc j'attends de la nouveauté, d'abord sur le plan pédagogique. Après cette session, ils rejoindront les classes pour combler le déficit d'enseignants. D'autres sessions de formation suivront sur une période totale de 2 ans, avec l'appui de l'École normale supérieure ENS et la Société mathématique de Côte d'Ivoire. Nous avons préparé des documents de mathématiques pour amener les futurs enseignants à revoir leurs connaissances en mathématiques, à réactualiser leurs connaissances. Et c'est ainsi que nous avons préparé des documents concernant le premier cycle, c'est-à-dire le cycle de 6e à 3e, et concernant le second cycle, c'est-à-dire le cycle de la seconde à la terminale. Face au désert éducatif, la réponse de la tutelle ministérielle est plutôt pragmatique avec ce recrutement exceptionnel. L'idée, c'est qu'à terme, nous ayons suffisamment de professeurs pour ces matières scientifiques, de sorte que sur toute l'étendue du territoire, les jeunes puissent être formés en mathématiques, en physique et dans toutes les matières scientifiques et qu'à terme, nous ayons de nombreux ingénieurs formés dans les différents établissements. Ce recrutement intervient 7 ans après celui du programme présidentiel d'urgence qui portait sur 10 300 enseignants du primaire et du secondaire. Voilà, et cette exigence de qualité se poursuit dans le supérieur. Une réforme très attendue, celle du BTS, experts et enseignants réunis à Grand Bassam, planchent sur la révision de 34 filières pour mieux adapter les formations aux réalités du marché de l'emploi. Sephora Zegui et Fernand Conan pour les détails. L'image du brevet de technicien supérieur déconnecté des réalités du monde du travail appartient désormais au passé. À Grand Bassam, l'heure est à la chirurgie lourde pour le BTS. Ces réformes curriculaires prennent en compte l'enseignement universitaire à travers le plan d'action LMD et le brevet de technicien supérieur dont la réforme constitue l'objet du présent atelier. Pour inverser la tendance, 10 pôles thématiques passent au scanner, 34 nouvelles spécialités. Ces études ont abouti à des conclusions, notamment qui ont identifié des filières
qu'il fallait simplement supprimer, qui ont identifié des filières qu'il fallait réformer, dont les contenus n'étaient plus adaptés, qui ont identifié également des filières dont on a le besoin mais qui n'existaient pas. Et donc à la suite de ce travail diagnostique, des experts ont été commis pour travailler sur les filières, ensemble des filières, afin de sortir une nouvelle liste de filières qui va commencer à être implémentée. Il n'est pas question de tout supprimer, il s'agit d'ajustements précis, valider les compétences, vérifier le réalisme des équipements et équilibrer la théorie et la pratique. Puis notre ambition est claire, former des diplômés compétents, opérationnels et immédiatement employables. Pour atteindre cet objectif, il est impératif que nos filières de formation soient en adéquation avec les besoins des entreprises, structurées autour de compétences réelles, pédagogiquement cohérentes et faisables. Les travaux s'achèveront le 5 avril, à la clé des maquettes pédagogiques prêtes à l'emploi pour une rentrée 2026-2027 sous le signe de l'excellence académique. Autre enjeu majeur, nos ressources naturelles. Comment faire de la forêt un levier de croissance durable? Experts et autorités ont réfléchi à la question en marge de la Journée internationale des forêts, agro-industrie, écotourisme, foresterie. Autant de pistes pour valoriser ce potentiel. La forêt, un trésor écologique mais aussi économique avec une contribution estimée à près de 25% du PIB. Franck Quadio et Joël Mambou. En plein cœur du massif forestier, une des faces visibles de l'écotourisme national, l'idée d'un entrepreneur qui a très tôt compris les enjeux du lien forêt et économie qui le réaffirme lors de la commémoration officielle de la journée dédiée à la forêt. Si l'État comprend la résonance, le sens même de l'écotourisme, l'économie va se diversifier et c'est tout le monde qui gagne. Une économie diversifiée que le secteur forestier, 25% du PIB, où interviennent en plus de l'agro-tourisme d'autres chaînes de valeur, le crédit carbone par exemple. Ça peut être financé par des entreprises privées, ça peut être financé pour les États ou par les États, et ça peut être un modèle mixte aujourd'hui, et la Côte d'Ivoire est ouverte pour tous ces modèles-là. Pour cette journée officielle, le débat s'est ouvert autour d'un panel avec plusieurs expertises sur la question de la forêt comme opportunité de croissance durable et inclusive. Environ 50% d'emplois. Naturellement, il est recherché d'aller un peu plus en avant en créant davantage d'emplois, notamment les emplois verts qui sont essentiels. Depuis toujours, les opérateurs de la forêt sont soumis à un quota de reboisement. C'est-à-dire par rapport au volume de bois que vous avez récolté, vous avez un certain nombre d'hectares à reboiser pour reconstituer le couvert forestier. Donc logiquement, il ne doit pas avoir de gap. L'intervention du ministre Jacques Akona Saoré aborde la démarche de l'État. La Côte d'Ivoire se positionne plus dans l'action. Cette ambition se traduit notamment par la mise en œuvre de la stratégie nationale de préservation, de réhabilitation et d'extension des forêts, ainsi que par le déploiement de projets structurants de restauration forestière, de développement de l'agroforesterie, de promotion des filières forestières durables et de mobilisation de financements innovants. Forêt et économie, thème de la journée internationale 2026 pour réussir le pari de la reconquête de 20% du territoire forestier d'ici à 2030. La méthode choisie reste sa restauration et sa valorisation. On change d'ambiance des forêts, rendons-nous à présent dans les lieux de culte et faisons place au recueillement. Depuis le dimanche des Rameaux, les chrétiens catholiques sont entrés dans la Semaine Sainte, un temps fort de spiritualité, prière, méditation, célébration. Les fidèles se préparent à la fête de Pâques, mais quel est le véritable sens de cette période? Explication avec Grace Kando. Dernier virage du temps de carême pour les chrétiens catholiques. Depuis le dimanche des Rameaux, ils sont de plein pied dans la Semaine Sainte qui marque une étape importante dans le cheminement vers Pâques. Cette Semaine Sainte est illustrée par le Triduum pascal à partir du jeudi. Une période de 3 jours durant laquelle l'Église célèbre la passion, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Un temps fort que vivront les chrétiens dans leurs différentes paroisses. Le jeudi saint qui symbolise aussi le rite du lavement des pieds, signe d'humilité, jour où Jésus a partagé son dernier repas avec ses disciples
avant de se rendre au Mont des Oliviers à Jérusalem pour vivre sa passion. Le Vendredi Saint qui rappelle le parcours de Jésus, son arrestation, sa montée au calvaire et sa mort sur la croix jusqu'à sa mise au tombeau. Le Samedi Saint, journée de recueillement après la crucifixion qui s'achève par la vigile qui célèbre sa résurrection, sa victoire sur la mort. Et après le temps de jeûne, place à la reprise, reprendre une alimentation normale, oui, mais comment éviter les erreurs? Quels réflexes adopter pour préserver sa santé? Des conseils pratiques dans ce reportage de Saria Bamba, Serge Coléa et Afo Désiré. Retour à un régime alimentaire normal pour les musulmans. Après 30 jours de restrictions, ils renouent avec leurs habitudes. Dans ce restaurant à Trècheville, il est 12 heures et le ventre réclame ses droits. Bon, moi, mon côté, après le mois de carême, il est moins normalement comme l'habitude. À mois de carême, on mangeait à 4 heures seulement, mais maintenant, là, je mange 3 fois même, normalement même. Dans peu de temps, j'ai faim, je m'en vais acheter les trucs et puis très bien même. Retrouver son rythme alimentaire après un mois n'est pas toujours évident pour un jeune. Actuellement, l'appétit, c'est un peu, on arrive à avoir l'appétit. Puisqu'on était habitué de rester du matin jusqu'au soir avant de manger. Donc maintenant là, le ventre n'est pas trop habitué puisqu'il a voulu les habitudes. Tu te réveilles en te disant même que tu es en jeûne. Et après, tu te rends compte que non, tu n'es pas en jeûne, donc tu manges. Tu limites au fait la nourriture pour ne pas tomber malade. Revenir comme ça, c'est pas facile. Bon, on s'adapte. Voilà, le petit thé matin, un peu de riz sauce à midi, et puis le soir, un peu de crudité. Pendant ou après le jeûne, l'organisme adopte un fonctionnement différent. Chaque phase nécessite des règles de nutrition adaptées selon les spécialistes. Le corps s'est habitué à fonctionner d'une manière précise. Donc si ces réserves n'ont pas été utilisées correctement et qu'on reprend drastiquement nos habitudes, c'est-à-dire qu'on mange matin 10h, midi 16h avec des collations et tout, et puis le soir 18h, souvent des plats, des repas assez tardifs, c'est pas bon. Dès les 2 premières semaines, on essaie de garder le rythme alimentaire qu'on avait, tout en intégrant des petits moments où on peut apporter un repas, pour renvoyer le message à l'organisme pour dire voilà, je commence à reprendre un certain nombre d'habitudes alimentaires, essaie de t'habituer à ça. Le retour à une alimentation normale s'inscrit dans une dynamique sanitaire à risque. Une vigilance s'impose pour éviter des ennuis de santé consécutifs à une reprise brutale. Le matin, on peut modifier le petit déjeuner qui était peut-être trop sucré. S'hydrater beaucoup d'abord. Et c'est ça qu'il faut déjà intégrer pour pouvoir recréer cet équilibre-là. Parce que si on se met à manger des fast-foods, des fritures, des aliments trop sucrés, on risque de développer certaines maladies. Les repas au menu durant les moments de rupture, mais aussi les privations peuvent engendrer des symptômes inquiétants après le jeûne. Le danger, c'est surtout pour les personnes qui souffrent de certaines pathologies telles que le diabète ou l'hypertension, d'avoir un déséquilibre au niveau de leur traitement, de leur suivi. Pour les diabétiques et les hypertendus, il faut un suivi particulier. Après la période de jeûne, il est toujours bon de consulter votre médecin pour faire l'état des lieux. Faire une prise de la pression artérielle au repos. Pour le diabète, la glycémie du matin reste l'examen le plus approprié pour voir si éventuellement on a un équilibre glycémique. Pour les médecins et nutritionnistes, il faut permettre à l'organisme de retrouver son équilibre après le jeûne. Une reprise en douceur reste donc la clé pour préserver sa santé. Voilà, et pour terminer, un tour rapide de l'actualité internationale, de la Centrafrique au Venezuela en passant par la RDC avec nous Sangaré. Réélu avec plus de 76% des voix à la présidentielle de décembre 2025, le président centrafricain entame un 3e mandat de 7 ans. Cette nouvelle investiture est rendue possible par la Constitution adoptée en 2023 qui a supprimé la limitation du nombre de mandats. Au Venezuela, l'ambassade des États-Unis reprend progressivement ses activités, marquant un pas vers un réchauffement des relations diplomatiques entre Washington et Caracas après plusieurs années de tensions.
En République démocratique du Congo, le médecin accusé d'avoir violenté une femme enceinte a de nouveau comparu devant la justice. Il risque jusqu'à 20 ans de prison dans une affaire qui suscite une vive indignation au sein de l'opinion publique. C'est ici que s'achève ce 23h. Merci de votre fidélité. Nos journaux restent disponibles sur RTI Play et RTI Info. Retour de l'actualité demain 13h. Excellente nuit à tous.